Donc là ici, au second semestre, on va se voir pour une introduction à l'analyse et traitement des eaux. C'est un cours qui normalement est divisé en 3 intervenants. Je fais l'introduction. Maxime Pontier fait une partie analyse, traitement. Et Alain Jadal-Sécart devait faire une partie traitement. Euh, Quel est l'intérêt en fait de multiplier les intervenants? Parce que j'ai déjà fait le cours en entier, mais Alain Jadal-Sécart est le responsable du master, enfin il n'est pas le responsable, il est fortement impliqué dans le master SIE, et, euh, il est, enfin c'est la personne la plus compétente pour faire ce cours-là. Sauf qu'il fait énormément d'heures en master, il a pas énormément, il a plus beaucoup d'heures, et donc moi je trouvais important que vous le appreniez à le connaître. Il a apporté une plus-value importante. Cette année, c'est un peu particulier. L'université a décidé d'inviter des collègues libanais suite, par exemple, à l'accident en fait de Beyrouth. Et il y a une professeure qui va venir, qui est spécialisée dans le traitement de l'eau et qui va en fait faire la partie d'Alain cette année. Donc, ça permet à l'université de soutenir des collègues du Liban qui ont vu une partie de leur laboratoire détruit, etc. Et elle va pouvoir vous proposer un apport original, euh, différent de d'habitude, puisqu'elle va vous faire un apport de cours et vous parler aussi de ce qu'elle a pu vivre là-bas, notamment sous l'angle de l'eau potable. Donc voilà pourquoi vous allez avoir des interventions de ma part pour placer le contexte du cours. Moi, ça me permet de vous revoir un peu au second semestre, de faire la transition, et notamment parce que moi, c'est une matière sur laquelle je me suis pas mal impliqué. Quand je suis arrivé sur Angers, on m'a donné cette matière qui n'est pas du tout dans mes thématiques. Et je me suis intéressé à ce sujet-là. Et comme je suis responsable de l'inter-CMI sur Angers, je suis content quand même de pouvoir intervenir sur une matière typiquement CE. C'est une des premières matières uniquement CE que vous avez. Maxime Pontier est professeur qui travaille sur des thématiques dans le traitement des eaux à l'aide de membranes. Il vous fera une partie d'analyse et vous fera les TP projets. Alors normalement il y a des visites, mais c'est compliqué cette année. Et donc vous avez cours avec lui juste après, à 11 heures, et il vous parlera normalement du TP, hein, où vous devez ramener une eau. C'est-à-dire que vous allez capter, vous allez prendre un prélèvement d'une eau naturelle, du cours d'eau le plus proche de chez vous, de l'étang Saint-Nicolas, du lac de Maine, enfin voilà, peu importe ce que vous avez à côté, et vous allez en fait faire une analyse de cette eau. Et je crois que les TP commencent dans 15 jours, hein. Donc voilà un peu comment ça va se répartir. Pour la collègue libanaise, avec la partie qui normalement est due à Alain Jada-Sécar, on ne sait pas encore à quelle période elle devrait arriver. Elle devrait arriver mars-avril, donc vers la fin du semestre. Donc voilà, pour l'instant, ces créneaux ne sont pas placés dans votre emploi du temps. Vous avez pu voir sur le chat les informations pour l'espace Moodle. Pourquoi il ne veut pas passer? Qu'est-ce qu'il me fait là? Très bien. Voilà. Donc, vous avez. euh, je vous encourage fortement à vous inscrire sur l'espace Moodle correspondant, hein, notamment parce que vous avez accès à de nombreuses ressources et c'est le moyen privilégié pour s'organiser avec Maxime Pontier sur certaines choses. Et ça nous permettra aussi de pouvoir vous informer
quant à l'arrivée de notre collègue libanaise. Donc aujourd'hui, pendant 3 séances, nous allons discuter de l'eau, des cycles de l'eau et des acteurs de l'eau. Donc en fait, je fais un peu la partie législative, le contexte et le législatif. Tout ce qui est composition et analyse sera traité donc par Maxime Pontier. Il y a à peu près 5 séances et un travail, alors des fois c'est sous forme de poster, TP, enfin, il verra. Et la partie traitement correspond à peu près à 9 séances. Hein, donc l'espace Moodle est le numéro 1362. Et vous y retrouverez des choses comme d'habitude, des documents sources des ateliers précédents, les diapos du cours, du mien et de Maxime, et celui normalement donné par Alain. Donc pour ceux qui veulent voir un peu ça, ça vous permettra de ne pas perdre à la limite cette partie du cours. En termes de bibliographie, alors ici on va rester sur un cours d'introduction. Hein, on va essayer d'être très applicatif. En fait, il y a beaucoup de choses à savoir. C'est une matière qui peut être passionnante ou déstabilisante. C'est-à-dire que il s'agit de la chimie en milieu aquatique, mais pas dans un bécher. Il s'agit cette fois-ci d'un milieu aquatique qui est un vrai milieu écologique, on va dire, diversifié, complexe. Et dedans, vous allez retrouver des équilibres acide-base, de la complexation, de l'oxydoréduction, et donc tout ça en même temps. Un exemple typique, c'est l'eau qui doit être rejetée ou qui doit être bue doit avoir un bon équilibre calco-carbonique, c'est-à-dire respecter la bonne quantité de carbonate pour avoir suffisamment de pouvoir complexant par rapport à des métaux de transition qui sont mauvais pour la santé et écologiquement dangereux pour certains, et pas trop dur non plus par rapport à des questions de goût, par rapport à une forme de pH, parce que en fait les carbonates sont pas en termes de pH neutre. Donc il s'agit en fait d'un équilibre qui va mélanger de l'acide base et de la complexation. Donc si on veut faire de la chimie, il s'agit en réalité de chimie des solutions assez complexes. De plus, il y a des enzymes, vous avez un système vivant, on peut pas tout à fait écrire parfois des vraies équations bilan, et donc on a des formes approchées, et c'est justement l'objet de cours de master. Quelle méthode pourrait nous permettre de simplifier les choses, sachant que quand on va passer sur la partie traitement, on va de plus rajouter une partie fluide, une partie on a des objectifs de rendement sur certaines opérations, donc il faut calculer en fait des cinétiques, d'où la partie cinétique et réacteur du premier semestre. Donc tout ça se mélange pour fabriquer un premier cours en chimie environnement. En SIE, on va faire un peu la même approche en phase gaz pour le traitement de l'air et rajouter de la géologie pour la partie traitement des sols et des déchets solides. Vous avez ainsi ici 2 livres qui sont représentatifs de ce que vous pouvez espérer en fait en SIE. À gauche, c'est quelque chose qui va traiter en fait de presque tout le programme de master de SIE. Il commence dès la L3 et sur la partie chimie de l'eau, en fait, vous y retrouverez tout, mais notamment des études de cas, etc. Mais très vite, le niveau monte assez haut. Et dans la partie à droite, c'est uniquement sur la partie chimie des milieux aquatiques, mais il est plus exhaustif sur cette partie-là. Et là, c'est pareil, le niveau, vous voyez, c'est plutôt master école d'ingénieur. N'empêche que les deux sont à la BU. Le jour où si vous allez là-bas, vous pouvez les feuilleter et vous pourrez un peu voir quels sont le genre de problématiques, etc. Que vous pourrez rencontrer.
Nous, là, en L3, on va rester sur un niveau plus d'introduction, mais euh, ça vous ferait pas de mal pour bien en profiter de faire quelques petits rappels en pH métrie, en complexation et en redox. Sur les 3 séances, on en a une aujourd'hui et il y en avait 2 de prévues vendredi. Sauf qu'en fait, vendredi, j'ai un empêchement. J'ai une réunion qui vient de se caler le matin. Donc, je vais décaler les créneaux de vendredi à soit jeudi, soit. Enfin, je vais voir un peu quand vous serez disponible, soit la semaine prochaine. Donc, restez au courant. Regardez un peu celle 4 pour voir comment ça va se passer. Donc, on va parler de l'eau, on va parler des cycles, on va parler d'aquifères de bassins versants, et en fait, on va commencer à discuter un peu de l'infrastructure et de comment ça se passe à l'échelle nationale, par exemple, ou locale. Puis, on va faire un zoom dans la maison, voir un petit peu l'eau et la maison, comment ça se passe. Et on va terminer par un petit historique sur la politique de l'environnement à l'échelle française et internationale. À partir de là, euh, ma partie, moi, sera évaluée par des questions de connaissances. C'est-à-dire en gros un petit QCM ou un truc comme ça, quelque chose de simple et rapide pour faire un petit bilan sur, voilà, est-ce que vous avez bien compris le contexte, etc. Quel est l'intérêt aussi eh ben, ça me permet de présenter en fait des notions d'ingénierie et de législation, et notamment de vous expliquer pourquoi il y a une base législative importante et historiquement pourquoi on l'a développée. Et pour éviter, enfin, mon but c'est justement pas que ce soit rébarbatif, mais parce qu'on parle toujours d'une lourdeur bureaucratique, etc. Mais là, en fait, quand on regarde un peu l'historique et quand on comprend un peu le domaine, on voit à quel point c'est nécessaire et essentiel. Et ça peut être d'ailleurs quelque chose qui est logique. C'est l'avantage là, c'est qu'il s'agit d'un domaine scientifique et le législatif a une base sur l'hygiène, santé publique, et une base scientifique. Donc en fait, quand vous, en tant que scientifique et chimiste, on comprend très bien en fait pourquoi on en est arrivé là en termes de législation et dans quel but on pourrait aller. Et ça vous permet après de mieux comprendre donc l'état de fait, notamment pourquoi on est à l'échelle européenne, et quand vous allez arriver sur le marché du travail, vous avez un regard critique, mais aussi une compréhension et se dire ben, à partir de mes notions scientifiques, je peux comprendre en fait les textes législatifs en partie, les comprendre, les justifier. Et je sais aussi que pendant ma carrière, je vais devoir rester faire une forme de bibliographie, une formation continue pour rester au courant de ce qui se passe. Bien, parlons donc de l'eau. L'eau, c'est la molécule H2O, mais quand on va parler de l'eau ici, on va parler principalement d'eau douce. C'est-à-dire, si on se passe à l'échelle de la consommation humaine, notamment, ou même de la consommation industrielle, la ressource utilisée, c'est de l'eau douce. Et dès lors, on va un peu regarder ce qui se passe et va y avoir un petit peu de géopolitique notamment. Donc on va discuter un peu des grands réservoirs, des temps de séjour dans ces réservoirs, de l'utilisation de l'eau douce à l'échelle nationale, à l'échelle internationale, et on va après rajouter un petit peu le concept un peu plus récent de l'empreinte de l'eau. Sur Terre, donc la Terre s'appelle la planète bleue parce qu'il y a beaucoup d'eau, mais il y a beaucoup d'eau salée. Donc l'immense majorité de la surface terrestre est composée d'océans. D'accord. Vous voyez 3,6 10 puissance 14 mètres carrés par rapport à 5,1 au total. Mais il s'agit d'eau salée et qui n'est donc pas directement consommable. Actuellement, on peut dessaler l'eau de mer pour la consommer, mais
techniquement et énergétiquement, ça a un coût non négligeable. À partir de là, si on compare la masse, par exemple, si vous voulez, dans les océans, hein, vous voyez, vous avez 1335 10 puissance 15 mètres cubes d'eau salée, quand dans les eaux souterraines en eau douce, on en a 8,2 10 puissance 15. Et si on compare aux mers et aux lacs intérieurs, on a 0,2 10 puissance 15 mètres cubes. Dans les rivières, on en est encore beaucoup plus petit, d'accord. L'eau dans la biomasse, bon, c'est une estimation, bien sûr. Vous avez des précipitations annuelles de l'ordre de 0,5 10 puissance 15 mètres cubes par an. Hein. Et donc, on a déjà, vous voyez, un système de réservoir avec une cinétique. C'est-à-dire qu'on va revisiter vite fait le cycle de l'eau que l'on fait au collège, au lycée. Mais la première constatation, c'est que 97% de l'eau sur Terre, c'est de l'eau salée. 2,2%, c'est de l'eau douce superficielle, c'est-à-dire accessible facilement, lac, rivière, ou souterraine mais peu profonde. Et on va parler de souterraine, d'accord, saline ou eau douce, c'est 0,6%, mais il va falloir creuser pour aller la chercher. Ce qui peut être intéressant, c'est de regarder déjà des temps de séjour. Alors c'est une statistique en moyenne, hein, mais grosso modo, hein, ce que l'on peut voir, c'est donc là on a ça c'est tiré du livre justement Chimie et environnement. Dans le cycle global de l'eau, avec les différents réservoirs qui sont exprimés en 10 puissance 15 mètres cubes, d'accord, vous avez donc ici les taux et les transferts. Donc on a de l'évapotranspiration, de la précipitation. L'évapotranspiration, il y a sur les terres, mais principalement sur la mer, des déplacements via l'atmosphère et transport de vapeur d'eau, des pluies. Des pluies qui sont aussi majoritairement sur la mer, donc là en fait on a un mini-cycle, mais celle qui nous intéresse le plus, c'est quand il pleut sur la partie agricole, sur la partie urbaine par exemple, qu'est-ce qu'on va faire de cette eau-là, etc. Ah, voilà. En moyenne, une molécule d'eau qui serait dans l'océan va y rester 2500 ans. Dans les mers intérieures, 250 ans. Dans les lacs, et donc là c'est très variable, parce qu'il y a des petits et des très grands lacs, d'accord, entre le lac de Maine et les grands lacs américains, voilà, on a entre 1 et 17 ans, vraiment en moyenne, on va dire entre 1 et 20 ans. Dans une rivière, ça dépend bien sûr à quel moment il rejoint, hein, mais en moyenne on va dire une quinzaine de jours. Dans un glacier, officiellement plusieurs milliers d'années, ça a tendance à se réduire. L'humidité du sol, de l'ordre de l'année. Quand elle est en eau souterraine, dans des nappes phréatiques, normalement c'est pour un paquet de temps. Une fois qu'elle a filtré à travers la couche, en termes de géologie, c'est de l'eau qui est emprisonnée pendant plusieurs milliers d'années. Dans l'atmosphère, juste quelques jours, et dans la biosphère, c'est-à-dire à l'intérieur du corps, quand vous allez boire un verre d'eau, il ne va pas rester un an dedans, statistiquement. D'après vous, quelle est l'utilisation principale de l'eau douce pour la civilisation humaine? C'est-à-dire, grosso modo, l'eau douce, elle sert à quoi pour la société humaine? Pour nous. La douche. Alors, se laver, la douche, moi je... Alors, pardon. Principalement, c'est pas, je voulais parler en volume. D'accord. C'est-à-dire que là, entre l'eau que tu...
boire et se laver, c'est quelque chose d'important. Boire, c'est fondamental, c'est même vital. Se laver, on a découvert que c'était intéressant en termes d'hygiène, de santé publique. Ok. Mais au-delà de ça, en volume, l'agriculture va utiliser beaucoup plus d'eau que juste ce que tu peux voir. Donc un des points qui va être intéressant là, ça va être d'essayer de mettre des quantités. Alors, vous voyez, j'ai séparé Asie et Afrique et Europe et Amérique du Nord. Pourquoi, d'après vous, il y a deux catégories différentes? Qu'est-ce qui peut se passer? C'est des cultures semblables entre elles. En termes d'agriculture, effectivement, on peut avoir des choses. Enfin, il y a quand même beaucoup moins de riz en Afrique. Enfin, avant, parce que maintenant la Chine utilise l'Afrique comme un champ d'agriculture, mais généralement il y a quand même beaucoup moins de riz en Afrique. Donc c'est pas tout à fait ça. Euh, c'est par rapport à leur climat. C'est pas leur climat non plus. Surtout que l'Afrique a un panel de climat qui est assez large. Ce n'est pas encore non plus, c'est pas par rapport à la difficulté de l'obtention de l'eau potable. Non. C'est que en Europe et en Amérique du Nord, c'est pas l'agriculture qui utilise le plus l'eau, le plus d'eau. C'est l'industrie. Effectivement, en termes de proportion, hein, au niveau mondial, c'est l'agriculture, parce qu'en Asie et en Afrique, en Amérique du Sud, en Océanie, l'agriculture prend 80-85% de la ressource d'eau douce, alors qu'en France, en Europe, en Amérique du Nord, l'eau douce est à plus de la moitié utilisée par l'industrie. Donc là, il y a eu un changement radical. Et sur Terre, en règle générale, l'utilisation domestique, boire, se laver, aller aux toilettes, même la piscine, etc., l'arrosage de votre jardin, tout ça, ça représente 10% de l'eau douce totale. Alors, pour le cas de la France, d'après vous, quelle est l'industrie qui utilise le plus d'eau douce? Alors attention, euh, euh, petite remarque, quand on dit qu'on l'utilise, ça ne veut pas dire que la molécule disparaît. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle est absorbée. Ça veut dire que tu utilises un volume d'eau pour faire quelque chose. Si vous voulez un exemple, un abattoir, là au Lyon d'Angers il y a un abattoir, Elivia, ils utilisent 10 fois plus d'eau, l'abattoir, que la ville du Lyon d'Angers, qui a plusieurs milliers d'habitants, pour nettoyer les carcasses. Parce que, justement, il faut éviter de laisser du sang d'une carcasse à l'autre, etc. Donc, ils sont perpétuellement en train d'arroser les sols, etc. Et en Les France, centrales nucléaires, oui, c'est bien Mohamed. Tout à fait, c'est la centrale nucléaire qui, en France, utilise de très très loin le plus d'eau douce. Il faut en permanence refroidir les réacteurs nucléaires. L'eau n'est pas entièrement consommée. Vous voyez la vapeur d'eau euh, s'échapper en fait des cheminées, mais l'eau est modifiée. Elle est chauffée, elle passe en vapeur d'eau, et celle qui n'est pas en vapeur d'eau et qui s'écoule après la centrale est bien plus chaude qu'avant. Donc elle a un impact non négligeable sur l'eau douce. Ce qui pose un problème maintenant avec les chaleurs, parce que plusieurs fois on entend parler que dans les périodes de canicule, c'est un peu limite quand même la quantité d'eau disponible. Et sans rire, il y a des élevages de crocodiles dans le bassin en dessous du bassin lyonnais, parce que l'eau, quand elle sort de la centrale, elle est plus près d'une température égyptienne que d'une température des Bouches-du-Rhône. Au niveau,
mondial par habitant, c'est une statistique, hein, justement, on va parler de répartition. En 1950, après la Seconde Guerre mondiale, on comptait à peu près 17 000 mètres cubes d'eau douce disponibles par habitant. La population a grandi et la qualité de l'eau douce et la quantité a diminué. Dans les années 70, on est passé à 7 300 mètres cubes par habitant. En 1990, on est passé à 4 800 mètres cubes par habitant. On considère que 1700 mètres cubes par habitant, si on est en dessous, on est sur un niveau de stress hydraulique. Ça veut dire que tu ne peux pas faire tourner ton agriculture et ton industrie comme tu le veux. Il va y avoir un problème. Il y a un stress. Notamment si l'industrie et l'agriculture prennent trop de place, il y aura moins de place pour l'usage domestique et là, ça devient carrément problématique. En 1950, statistiquement, il n'y avait pas de problème. Ça ne veut pas dire que tout le monde avait accès à de l'eau douce, de qualité, etc. Non. C'est que statistiquement, il y avait normalement sur Terre assez d'eau douce partout. Maintenant, en 2013, on est déjà à plus de 35% de la population mondiale qui vit dans des zones à stress hydraulique. Surtout que la répartition est loin d'être équitable. 40% des réserves d'eau douce se retrouvent en fait dans 6 zones sur Terre. Le Brésil, la Russie, bon la Russie après c'est le pays le plus grand du monde, hein. Le Canada, les USA, la Chine et l'Inde. La Chine et l'Inde étant les zones les plus peuplées, bon c'est pas plus mal, mais il n'y a pas de pays africain là-bas par exemple. Et en fait on va voir que le Brésil d'ailleurs en termes de pays, c'est un assez grand pays, la zone n'est pas tout n'est pas réparti équitablement. Surtout que sur 40% des surfaces émergées, qui ne sont pas citées là, on n'aura que 2% des réserves d'eau douce. Donc il y a des zones où il y a assez peu de réserves d'eau douce. Ici, vous avez donc là ici, c'est l'OMS, WHO, c'est World Health Organization, donc c'est l'Organisation mondiale de la santé, qui a fait des statistiques et on voit par exemple que donc là ici on a toute une partie de l'Afrique subsaharienne où il y a des zones où entre 22 et 50% des gens ont accès à l'eau potable, ce qui laisse plus de la moitié des gens qui n'ont pas accès à l'eau potable. On a l'Afghanistan, certaines zones ici en Océanie, où ici il va y avoir des problèmes. Là, et notamment, il y a des enjeux stratégiques très importants. On reviendra là-dessus, en Palestine, en Israël, c'est un enjeu géostratégique très important. Surtout que dans ces pays-là, on a ici par exemple certains pays comme l'Algérie, le Maroc et l'Algérie, où normalement ça devrait aller bien, mais en fait la qualité de l'eau diminue et on a accès à de l'eau potable de moins bonne qualité. Donc ça commence à être de plus en plus problématique. La qualité et l'accès à l'eau sera un enjeu stratégique pour ce siècle-là. L'intérêt, c'est que justement, il est possible techniquement de créer des mini-centrales de dépollution via les membranes telles que peut proposer Maxime Pontier ou d'autres méthodes pour pouvoir localement refabriquer du traitement de l'eau, etc. Donc ça fait partie, il y a certains métiers là, issus du SIE qui ont pour tâche d'être dans des groupes d'intervention, voire même dans l'armée française aussi. On a dans le génie des personnes qui ont comme mission, lors d'une catastrophe, d'être dans les premiers à pouvoir relancer un système de production d'eau potable parce que c'est absolument vital. En 2025, c'est-à-dire dans vraiment pas longtemps,
Les zones qui sont pourtant jaunes, mentionnées dans le graphique d'avant, vont devenir, dans certaines zones, en pénurie d'eau. C'est-à-dire que par rapport à la démographie, il y a une partie qui a de l'eau potable, mais il y en aura qui auront des problèmes d'eau en fonction du temps. Et donc là, ça veut dire que l'ensemble du continent africain aura des grosses problématiques d'eau douce. Voici de nouveau un tableau qui montre l'utilisation, d'accord, de l'industrie, l'agriculture et en domestique, et la quantité de réserves. Donc ici, par exemple, l'Europe a 500 millions d'habitants, grosso modo, et vous voyez une agriculture qui utilise 225 km3 par an en eau, alors que l'Asie, en fait, en utilise 1800. D'un autre côté, ils sont presque 10 fois plus. Donc on a une forme de proportionnalité. C'est pas qu'ils ont une agriculture qui n'a rien à voir. Déjà d'une part, il y a du riz, donc il y a beaucoup de riz, donc l'utilisation en eau est non négligeable, mais aussi il y a 10 fois plus de monde à nourrir, il y a 10 fois plus d'eau d'utiliser pour l'agriculture. Et en industrie, par contre, vous allez voir qu'ils sont 10 fois plus nombreux, mais ils n'utilisent pas 10 fois plus d'eau en industrie. Et ils sont presque 10 fois plus nombreux, mais ils n'utilisent pas 10 fois plus d'eau en domestique. Et en Afrique, il y a donc 853 millions d'habitants, c'est-à-dire presque pas 2 fois plus, mais bien plus que l'Europe, et ils en utilisent 2 fois moins. Dans l'Amérique du Nord, on est à peu près autant, on va dire autant d'habitants qu'en Europe large, là. L'agriculture est plus gourmande, l'industrie est plus gourmande, et en domestique aussi. Ils ont une façon d'utiliser l'eau qui n'est pas très sobre, on va dire. Juste pour vous montrer aussi qu'il y a une forte différence entre utiliser de l'eau et consommer de l'eau. Dans l'agriculture, il y a en fait l'eau est bue par les plantes, absorbée dans la terre. Donc il y en a une bonne partie qui en fait est prélevée, consommée. Dans l'industrie, en règle générale, c'est de l'arrosage, du nettoyage, du refroidissement. Donc il y en a 10% de réellement consommé. Et en domestique, c'est pareil. La quantité d'eau que vous buvez, c'est quoi? C'est 1, 2, 3 litres par jour. Vous tirez la chasse, vous avez déjà 10 litres de partie. Vous lavez, il y a 200 litres de partie. Donc vous allez utiliser de l'eau beaucoup plus que consommer réellement de l'eau. En France, donc là on est sur des statistiques des années 2000. On utilise à peu près un volume en mètres cubes par an qui est de l'ordre du milliard, d'accord? Non, 41 millions, ouais, de mètres cubes. Et il y en a 59% qui partent au refroidissement, enfin qui sont utilisés au refroidissement de centrales nucléaires. Dans le reste, après, il reste plus que 10%, on va dire, pour l'autre industrie. Dedans, je vous ai parlé notamment du nettoyage des carcasses. Vous avez aussi en papeterie, vous avez un certain nombre d'industries qui ont besoin d'eau. Il y a des découpes, par exemple, des fois ils utilisent des jets d'eau à pression pour des découpes dans les métaux. Vous avez, voilà. À partir de là, ça peut utiliser pas mal d'eau. Il reste à la fin 18% d'usage domestique et 12% d'agriculture.
Et en fait, les 12% d'agriculture, d'ailleurs, c'est elles qui consomment réellement l'eau. Mais c'est normal, il s'agit de faire grandir des plantes. Donc là, en fait, la plante, elle boit l'eau, la terre boit l'eau. Et en soi, c'est pas forcément grave, puisque c'est de l'eau qui va tomber dans de la biomasse. La biomasse, après, il y a un cycle de l'eau important. Cette biomasse, elle sera consommée et va continuer à être dans la biosphère. Voilà, la molécule d'eau, elle n'est pas détruite. Pour une consommation par habitant, vraiment en personnel, on est plutôt sur un volume en litres par jour. D'ailleurs, il y a, pour les dimensionnements des usines, on utilise la notion d'équivalent habitant, c'est-à-dire en fait la quantité d'eau utilisée dans la vie quotidienne. Pour boire, pour aller aux toilettes, pour se doucher, pour faire la vaisselle, pour faire tourner le lave-linge, pour la piscine, pour l'arrosage, etc. Tout ça en moyenne, à peu près. Parce qu'il y a des gens qui se lavent plus souvent, il y a des gens qui sont sobres, d'autres qui ne sont pas trop sobres. Mais en moyenne, en Europe, un équivalent habitant, c'est 150 à 200 litres par jour. Aux États-Unis, on est entre 300 et 400 litres par jour, et à Québec, 800 litres par jour. C'est-à-dire qu'a priori, ils ont une façon de vivre qui est moins sobre, mais aussi parce qu'historiquement, dans le Canada, il n'y a jamais eu de problème d'eau. C'était de l'eau qui était très courant et ils n'ont jamais eu besoin d'être sobre là-dessus. L'eau coûte rien, et ben voilà. À la limite, s'ils font un bain tous les jours, c'est pas très grave pour eux. Maintenant, les choses commencent à changer parce que l'utilisation, elle n'est jamais anodine. Si tu fais un bain, tu vas mettre du savon dans l'eau, il faudra quand même traiter l'eau. Tu ne peux pas directement te dire, de toute façon, après, je relargue cette eau et elle repart directement dans la rivière et tout va bien. Donc il y a bien un traitement et ce traitement va dénaturer l'eau potable et ça a un coût énergétique. Est-ce utile ? Donc là ici, la consommation en eau douce et les mentalités peuvent évoluer, mais bon. Ah oui, donc là, pardon. Là, ça c'est le besoin global là, sur la partie des prélèvements. Donc cette fois-ci, c'est quand on compte l'industrie, le domestique et l'agriculture. Hein, on comptait à peu près 500 mètres cubes par an. 1000 mètres cubes par an et par habitant, ça va. En France, on est large. Pour l'instant. Mais là encore, c'est quelque chose par an. On commence à avoir de plus en plus de périodes de sécheresse. L'année dernière, en 2020, on a eu 3 sécheresses consécutives. C'est-à-dire qu'en gros, en mai, fin avril, jusqu'à mai, pendant plusieurs semaines, il n'y a pas eu une seule goutte de pluie sur tout l'ouest de la France. Puis une semaine où il n'a fait que pleuvoir. Et après, pendant 8 semaines, il n'y a pas eu une seule goutte de pluie. Ça change radicalement les pratiques agricoles, même quotidiennes. C'est-à-dire que, à terme, comment on va s'adapter à ce genre de modifications. Ce seront donc des thématiques qui vont arriver quand vous serez a priori en poste. À partir de ce constat-là, au niveau de l'ONU, donc déjà d'une part c'est plutôt quelque chose qui vient de chercheurs. Il y a un chercheur japonais, puis après il y a eu plusieurs équipes qui ont commencé à discuter du fait que l'eau douce, justement en fonction de sa source, elle n'est pas aussi durable. Et aussi a commencé à essayer de rajouter la notion justement de ton eau douce, quand tu l'utilises, elle peut être dégradée par certains polluants, et en fonction de ton système de traitement, elle peut se retrouver contaminée dans la nature, et à ce moment-là, ton niveau de qualité de ton eau douce diminue. Et de plus, quand on consomme des produits, indirectement, ça a une empreinte
sur l'eau. C'est-à-dire que ils ont appelé ça donc l'empreinte et la couleur de l'eau. En fait, c'est un système de vulgarisation qui permettait de sensibiliser les gens. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Donc, on a l'eau verte, c'est l'eau de pluie. C'est-à-dire, en gros, si ton agriculture utilise de l'eau verte, c'est-à-dire que tu as une agriculture qui repose sur les précipitations. C'est-à-dire, en fait, un cycle naturel. T'as pas force... Énergétiquement, c'est intéressant. Et si ça marche comme ça, on est dans un cycle naturel qui s'est adapté à la quantité d'eau disponible naturellement dans ta région. Si tu utilises de l'eau douce bleue, c'est-à-dire en fait si tu dois capter de l'eau, aller chercher de l'eau en rivière ou dans des nappes peu profondes, tu es en train d'utiliser de l'eau qui aurait dû rester plusieurs jours en surface, ou alors partir dans une autre direction, ou alors voire plusieurs années ou milliers d'années si c'était de l'eau souterraine. Donc si tu pompes beaucoup d'eau douce bleue, est-ce que ça va être durable? C'est-à-dire si tu épuises des réservoirs dont la durée de vie devrait être des milliers d'années, si les nappes sont à sec, comment feras-tu l'année prochaine? Voilà. Est-ce que ça va être durable? Les eaux douces grises, c'est justement pour mettre en avant des zones où, après utilisation, l'eau n'est pas traitée et donc la qualité de l'eau diminue fortement. Si tu renvoies en rivière une eau qui n'est pas correctement traitée ou qui est de mauvaise qualité, elle devrait s'épurer naturellement, c'est-à-dire par, vous allez voir ça, par en fait la biologie des cours d'eau, c'est-à-dire les micro-organismes qui se nourrissent de matière organique, de matière azotée, de matière phosphatée dans les cours d'eau pour fabriquer des algues. Les algues sont mangées après par les poissons, etc. Si cette épuration suffit, eh ben en fait, il n'y a pas de problème. Mais si ta pollution n'est pas biodégradable ou si la quantité de contaminants organiques biodégradables dépasse ce que peut naturellement traiter le cours d'eau, au prochain point de captation, à la prochaine utilisation, ce sera plus de l'eau potable. Ou en tout cas, ce sera plus de l'eau douce de bonne qualité. C'est jamais de l'eau potable maintenant dans un cours d'eau, hein, mais en gros, elle est plus haut niveau. Et donc, ça voudra dire que la personne devra la traiter avant de pouvoir la réutiliser. Mais rajouter même des étapes de traitement en plus. C'est le cas, par exemple, nous, dans la Loire. Dans la production de la Loire au Pont de C, comme on est à la fin de la Loire, la qualité de l'eau est mauvaise. D'où Angers et dans l'usine des Ponts de C, on a de la nanofiltration. C'est-à-dire qu'on va au-delà de ce que demande la législation, entre guillemets, parce que c'était nécessaire pour assurer une qualité correcte. Donc ils en ont fait toute une campagne de publicité, et sur Angers, tu n'as pas besoin de Brita en fait. L'eau, elle est nanofiltrée. Donc au-delà des petites molécules, il n'y a rien qui passe. D'ailleurs, ils sont obligés de rajouter des carbonates pour retrouver en fait un niveau de dureté qui lui permet de passer dans les tuyaux correctement sans pouvoir complexer et solubiliser en fait des métaux qui traîneraient dans les tuyaux, dans les châteaux d'eau, etc. L'eau douce noire, ce serait justement de l'eau souterraine non renouvelable. À partir de là, ils ont aussi commencé à regarder l'impact sur les produits en fait. Mais ils ont regardé l'évolution de la quantité d'eau douce verte, bleue, noire, donc là c'est bleu foncé, qui est utilisée. Et on voit clairement que déjà d'une part, la population augmente, les besoins en agriculture, etc. augmentent, donc toutes les courbes augmentent. Mais que la proportion d'eau non renouvelable augmente aussi. Donc le vert augmente, mais ce qui est mis en avant, c'est qu'on utilise aussi beaucoup plus d'eau non renouvelable.
Et quand tu utilises une ressource non renouvelable, au bout d'un moment, il va y avoir un problème. Sur la partie justement d'utilisation non renouvelable de l'eau, voici les pourcentages, on va dire, ou en fait la quantité d'eau à 10 puissance 6 mètres cubes par an. Et on voit ici par exemple que dans le nord de l'Inde, il y a une grosse partie de l'irrigation de Pakistan qui repose sur des captations souterraines profondes qui sont finies. Donc à un moment donné, il y aura probablement une pénurie d'eau là-dessus. Vous avez ici dans l'ouest américain, donc là on est sur la zone de Colorado, par exemple avec Los Angeles, etc. Et là, Las Vegas, tout ça, a un gros problème d'eau. D'ailleurs, le Colorado, il est à sec quand il arrive. Il n'y a pas assez d'eau là. Donc une partie de l'agriculture aux États-Unis, au Mexique, en Argentine, en Afrique du Sud, dans le sud de l'Espagne, repose, et dans le bassin industriel et d'agriculture en Chine, repose sur de l'eau non renouvelable. Je suis allé rechercher, donc là ici c'est aussi une image qui vient d'un rapport de Water Footprint, donc c'est une organisation non lucrative qui publie des rapports scientifiques. Ce sont aussi leurs travaux sont publiés dans des journaux à comité de lecture, donc ce sont des travaux scientifiques qui sont réutilisés après et remis pour de la vulgarisation. Et donc là ici, c'est la quantité d'eau verte et bleue. Donc là ici, vous voyez que l'agriculture, par exemple dans le nord de l'Europe, c'est principalement de l'agriculture issue de prélèvements soit de rivières, soit de pluie, ce qui est plutôt agréable à voir. Et que le riz, en fait, qui consomme beaucoup d'eau dans l'Asie, et en grosse partie, en fait, repose sur de la précipitation, sur de l'arrosage naturel. Donc en soi, c'est pas très grave. Mais il y a des zones de concentration, qui sont celles que l'on a vues tout à l'heure, où là, il y a une surexploitation agricole par rapport à la quantité d'eau disponible, notamment avec des zones de densité très importantes en population. Pour vous dire, dans le sud de l'Espagne, ils achètent de l'eau à la France, par exemple. Vous avez entendu parler de gazoducs, d'oléoducs, et en fait, il y a des aqueducs, les aqueducs comme à l'époque chez les Romains, mais à des échelles plus grandes, c'est-à-dire des grands tuyaux qui ont pour fonction de desservir de l'eau de pluie, enfin de l'eau douce. Si on fait des petits zooms par rapport à ce qui est là, vous voyez voir. Donc là ici, vous avez l'Ouest américain, les zones et notamment la Californie, qui utilisent une quantité non négligeable d'eau non renouvelable. Et ici, vous avez pu voir, Nord-Afrique, sur le bassin, en fait, près de la côte, c'est plus de l'eau verte, mais après, dans certaines zones, et vous voyez, après, là, par exemple, en Libye, c'est plus problématique. Vous avez donc là dans les zones où vous avez énormément, donc là ici on est Valence, Alicante, etc. C'est les grandes zones de production d'agrumes, enfin c'est le jardin c'est le potager on va dire de l'Europe, et c'est probablement surexploité par rapport à la quantité d'eau. Ici vous êtes, alors ça se voit pas très bien, vous êtes en fait sur le... Donc là, ça c'est... là, c'est la Méditerranée. Donc là, ici, normalement, on a la Palestine, l'Iran, l'Irak. Et en fait, il y a une zone, notamment en Iran, à cause des embargos, ils ne peuvent pas acheter d'eau douce, donc ils sont obligés de capter
dans des zones de captation qui sont non renouvelables. Voici un exemple de ce qui peut se passer. Ah non, c'est là. Donc là, ici, vous voyez, hein, il y a des zones. Donc c'était la Russie qu'on a vu tout à l'heure. Des zones, c'est de la géostratégie là. Là, ici, vous avez Chili, Argentine, et il y a des zones au Brésil qui utilisent la captation. Et puis il y a donc là cette partie de la Chine où, de nouveau, par rapport à la densité et la demande en agriculture, ils sont obligés de prélever de l'eau douce. Donc là, on a vu une répartition qui n'est pas homogène, une façon de vivre actuellement qui n'est pas durable partout, en tout cas rien que pour l'agriculture. Et donc à partir de là, ils avaient commencé à regarder quel était le moyen de sensibiliser notre mode de consommation et son impact sur l'eau. Et d'où vous avez peut-être déjà vu, ah là, mais si tu prends de la viande, 1 kg de viande, c'est 16 000 litres d'eau douce. C'est-à-dire que la quantité d'eau nécessaire pour donner à boire à la vache, la nourrir, c'est-à-dire en fait la viande a besoin de céréales, les céréales ont besoin d'eau, on compte combien une vache elle mange de céréales pour compter en réalité indirectement la quantité d'eau. Mais après aussi, à son abattage, combien tu as utilisé d'eau pour nettoyer la carcasse, etc. 1 kg de viande bovine, c'est 16 000 litres. C'est-à-dire que si on compte qu'un humain il utilise quotidiennement à peu près 150 litres, vous avez une bonne centaine de jours. Donc si tu prends 3 kilos de viande, t'as pris ta consommation annuelle d'eau. Alors dans les 150 litres par jour, on la compte pas justement ça. C'est juste, mais notre façon de vivre a un impact sur l'eau. C'est pour ça qu'on vous dit que il faut compter plusieurs milliers, 1500 litres facilement, non, 1500 mètres cubes, pardon, d'eau par an, par habitant, parce que justement, tout ce qui est production industrielle et agricole a besoin de beaucoup plus d'eau que ce que la personne va réellement utiliser. Si tu achètes 4 paires de jeans dans l'année, tu as un impact qui est de l'ordre de 80 000 litres d'eau douce utilisée. Donc ça, c'est un des arguments qui est utilisé sur la partie, justement, sur la baisse en consommation, les végétariens ou les véganes, c'est rien que sur l'utilisation et l'impact dans l'eau, tout le monde ne peut pas manger de la viande bovine tout le temps. Ce n'est pas durable. Alors, là, ce qui est intéressant, et c'est quelque chose de simplifié, ça marque. Mais là, par exemple, 3000 litres, 2 kg de riz. 1350 litres pour le blé. 900 litres pour le maïs. Ah ben tu dis, on devrait faire du maïs partout. Sauf que en réalité, le maïs, il a besoin d'eau à des moments où en France, ça commence à être la sécheresse. Donc quand on fait trop de maïs en France, il faut arroser, capter. Donc c'est pas de l'eau verte, c'est plus de l'eau bleue. Alors que nous avons vu que le riz dans l'Asie du Sud-Est, placé à des endroits où il y a les bonnes précipitations, les 3000 litres, en fait, c'est de l'eau verte. Donc c'est pas grave. Donc vous voyez que l'empreinte de l'eau, c'est intéressant, mais ça aurait besoin d'être raffiné. Par contre, après, ça devient complexe. C'est-à-dire que pour un kidam, ce serait un peu complexe de lui expliquer oui mais en fait ça dépend un peu de la qualité de l'eau. Alors ce qui permet d'ailleurs à certains détracteurs de dire ça, l'empreinte de l'eau ça sert à rien. Moi je trouve qu'au contraire avec votre niveau scientifique vous êtes justement à même de voir l'intérêt et la limite de cet outil là. Un outil de vulgarisation ne peut pas être entièrement parfait,
Donc il ne faut pas tout jeter, faut prendre ce qui peut être intéressant comme terme de réflexion et surtout avoir un œil critique. Hein. Donc c'est le but là de votre formation universitaire, c'est que vous ayez un certain œil critique par rapport à un discours qui pourrait être simpliste d'un politique ou simpliste, voire de mauvaise foi d'un industriel. Je ne dis pas que tous les industriels sont de mauvaise foi. Je dis juste que quand on a un intérêt euh, financier, parfois on va enjoliver certaines choses ou limiter l'impact. On reviendra là-dessus juste en troisième cours quand on fera le petit historique justement. Pendant un petit quart d'heure, on va reparler des cycles. Alors, le cycle de l'eau, vous connaissez le grand cycle de l'eau, on va revenir dessus rapidement. Il va y avoir aussi le petit cycle de l'eau, c'est-à-dire celui qui correspond au traitement de l'eau urbaine par exemple. Mais on va rajouter le cycle de l'azote, le cycle du phosphore et le cycle du carbone. Donc là, on va rentrer plus un peu dans le détail en termes de la chimie de l'azote, du phosphore et du carbone, qui sont des éléments essentiels à prendre en compte sur la qualité de l'eau. Ici, vous avez généralement déjà travaillé sur ce genre de choses. Donc là, c'est une version que j'ai reprise qui est plus jolie, hein, mais ce dessin un peu naïf où vous prenez la mer, vous faites au-dessus de l'océan une flèche qui monte vers le ciel, et on a vu qu'effectivement, l'évapotranspiration était principalement sur la mer, sauf que là, en fait, il y a plus de la moitié qui redescend directement. C'est-à-dire que la précipitation, elle retombe sur les mers. On a une partie qui part dans l'atmosphère et qui se déplace. En plus, il y a aussi de l'évapotranspiration des lacs, des rivières, des forêts, des landes, etc. Et on va avoir de la vapeur d'eau qui va condenser sous forme de nuages, et on va avoir accès à de la précipitation qui va après, en fonction d'où elle tombe, rejoindre, soit être absorbée, rejoindre une nappe, rejoindre une rivière, et c'est là où après on va devoir discuter un peu d'ingénierie, de topologie de terrain, et on va parler d'aquifères, de bassins versants. Donc ça c'est le grand cycle de l'eau. Le petit cycle de l'eau, c'est et nous, dans ce cycle-là, qu'est-ce qu'on fait? Où on se place? Donc nous, on va prélever de l'eau à un moment donné, et on va renvoyer de l'eau à un moment donné. Donc il va falloir ici rajouter, alors, oui pardon, j'ai oublié de parler du moteur énergétique. L'évapotranspiration, c'est pas anodin en termes d'énergie. Vous avez pu déjà faire de l'évapo, pas de l'évapotranspiration, mais avec le rotavap en TP, quand vous voulez évaporer un solvant, ça peut prendre du temps, et notamment, généralement, vous ne le faites pas sur l'eau parce que justement, énergétiquement, c'est pas intéressant. Là, ici, ça marche parce qu'on a un énorme moteur énergétique qui est le soleil. Sur l'intensité du spectre, donc on a déjà 33% de rayonnements qui sont renvoyés, d'accord, et notamment quand il y a plein de nuages, on perd 80% de l'intensité lumineuse. La moitié, c'est de l'infrarouge. 40% c'est du visible, 10% c'est l'ultraviolet assez intense. On considère qu'en règle générale, il y a entre 100 watts par mètre carré jusqu'à 260 watts. Mais là c'est pareil, on avait vu dans la matière lumomat que quand on veut installer des panneaux solaires, l'intensité lumineuse n'est pas répartie partout. Et notamment elle est très intense par exemple au Sahara. Mais c'est loin de tout, donc il y aurait du transport et de la perte d'énergie. Et là, pareil, si tu chauffes le Sahara, ça génère assez peu de précipitations. Il n'y a pas d'eau. D'accord? Mais par contre, effectivement, dans les océans, etc. Donc nous, on va se situer à un moment donné où on va capter de l'eau de rivière ou de l'eau de nappe. On va l'utiliser dans la consommation urbaine et on va la renvoyer en rivière. Et il ne faut surtout pas la renvoyer telle qu'elle. Donc on va rajouter une partie assainissement et restitution.
Donc on va parler ici du petit cycle de l'eau. On a mis un petit moment avant de comprendre ça, mais maintenant on sait que vaut mieux prélever en amont, c'est-à-dire le cours d'eau, on va dire, part de gauche à droite, tu prélèves là, tu stockes, tu distribues, tu utilises et tu renvoies après. Et ta zone d'épuration, elle renvoie à une zone où après, pendant plusieurs... donc maintenant c'est légiféré, hein, c'est plusieurs kilomètres, il ne faut pas qu'il y ait de prélèvement. C'est-à-dire que quand tu zones, comme ton eau, quand tu la relargues, elle n'est pas potable, il y a encore des matières organiques, mais normalement elle est à un niveau de qualité qui, qui va laisser l'épuration naturelle se faire. Et puis d'ailleurs, les rivières ont besoin d'engrais, entre guillemets, ils ont besoin de matière organique, ils ont besoin de matière azotée, de matière phosphatée, mais juste ce qu'il faut. Si tu en mets trop, il va y avoir plein d'algues partout. Et on va parler d'eutrophisation. Donc pour ceux qui sont plutôt du sud du Maine-et-Loire, le Layon, l'Aubance, qui sont des cours d'eau qui sont liés à une zone viticole, en fonction de ce qui a été utilisé comme engrais, comme traitement, etc., ça peut provoquer après de l'eutrophisation, et ce sont les deux cours d'eau les plus qui ont le plus de problèmes en eutrophisation du Maine-et-Loire. Et si vous allez près de Beaulieu-sur-Layon, Saint-Lambert-du-Laté, en fonction des périodes, les cours d'eau ils sont couverts d'algues. Et là, en fait, des fois, par arrêté préfectoral, les vignerons et l'agriculture du coin a le droit d'utiliser des produits, même si le cours d'eau est en mauvais état, pour des enjeux économiques. Tout comme quand il fait chaud, les centrales, elles ont le droit de relarguer de la température de l'eau à haute température. Tant pis pour la qualité, c'est en dehors de la législation, c'est pour des enjeux économiques. Alors, justement, vous voyez à quel point ce qui est intéressant dans la législation, c'est de comprendre, ben voilà, théoriquement on devrait faire ça, là on ne le fait pas, pourquoi, etc. Et vous avez maintenant le niveau scientifique pour essayer de comprendre, de voir que c'est pas blanc ou noir, et que ça peut être intéressant de dire, ben voilà, actuellement l'équilibre change, et peut-être que, notamment, voilà, il y a plusieurs vignerons qui décident de travailler différemment, et il y a eu aussi de la pédagogie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, entre ce qui se faisait dans les années 70 et maintenant, l'utilisation de certains engrais se fait différemment. Il y a une formation sur les agriculteurs pour dire, ben voilà, tu vas pas mettre un engrais juste avant qu'il pleuve. Il va y avoir de la lixivation, ça va être lessivé. En fait, ce que tu es en train de mettre, ça va directement partir à la rivière. C'est pas rentable, c'est pas intéressant. De façon schématique, d'accord? Vous avez ici une captation qui est en rivière ou alors via une nappe. En nombre, c'est les prélèvements en rivière. Vous verrez qu'en fait, il y a beaucoup plus de prélèvements en rivière qu'en nappe. Mais ça dépend du coin. Par exemple, là, à Segré, qui est donc dans le nord-ouest du Maine-et-Loire, la quantité d'eau dans le Don est trop faible. Le débit est trop faible. C'est pas un cours d'eau où on peut prélever. Donc en fait, on allait rechercher dans les nappes. Sauf que c'est un bassin minier. Donc la qualité de l'eau dans les bassins miniers, il y a par exemple trop d'éléments fer dans l'eau. Et le traitement du fer, c'est pas facile. Donc ce que l'on fait, c'est qu'en fait, ils vont chercher de l'eau d'Angers. Donc pour ceux qui connaissent à Avrier, il y a des gros châteaux d'eau. Dessous, il y a des pompes. Les pompes envoient de l'eau jusqu'au Lion d'Angers. Au Lion d'Angers, il y a une pompe qui envoie de l'eau jusqu'à Segré. Et grosso modo, au Lion d'Angers, on utilise 20% d'eau de notre eau pour de l'eau d'Angers. Et il y en a encore après à Segré, presque 20-30% qui est utilisé en fait comme dilution. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de l'eau avec trop de fer, on va rajouter de l'eau douce
d'Angers qui n'a pas de fer, ce qui va permettre de diminuer la concentration en ion fer. Et comme ça, on descend sous des niveaux légaux et corrects pour la santé. Donc vous voyez, il y a tout genre de choses. Vous voyez, on mélange chimie, ingénierie, législation, importance économique. Cette eau-là, elle peut être stockée en château d'eau. Ça veut dire que dans ce cas-là, il faudra préparer une étape de désinfection rémanente, donc souvent de la chloration. Mais sinon, elle peut être directement envoyée en continu, sauf que là, tu n'as pas de réserve. C'est-à-dire que si à un moment il y a un problème, ben, tu n'as pas de réserve. L'autre intérêt du château d'eau, c'est que le château d'eau, comme il marche par gravimétrie, l'eau arrive dans les tuyaux avec une pression qui est naturelle, entre guillemets. C'est-à-dire que tu n'as pas à payer un coût énergétique sous forme de pompe tout le temps. D'où, si tu n'as pas d'électricité, tu as quand même de l'eau courante. Alors que si tu reposes uniquement sur des pompes et qu'il y a des coupures de courant, ben les gens ils n'ont plus d'eau courante chez eux. Voilà, donc ça, il y a des choix. Par contre, un château d'eau, ça s'entretient, etc. Vous pouvez ici, après, envoyer dans une maison qui est soit pas reliée à un égout, donc avec une fosse tout eau, soit directement qui va être renvoyé à un égout qui amène à une usine de traitement, et donc on va parler du tout à l'égout. Ou alors on va envoyer ça dans les villes, et on a bien sûr après un système d'égout. Vous pouvez peut-être aussi avoir, là de la zone d'épuration, la possibilité d'irriguer, donc ça c'était ça, c'est-à-dire en fait d'arroser les jardins publics avec de l'eau qui n'est pas potable. Pendant un moment, c'était pas possible. Par exemple, un golf, à un moment donné, ils arrosaient avec de l'eau potable. Pour des raisons sanitaires, si jamais le jardinier ou si quelqu'un buvait de l'eau et il tombait malade, etc. Bon, maintenant, on a commencé à permettre ce genre de choses sous réserve. Ça veut dire que quand on arrose dans certaines zones, si c'est pas de l'eau potable, effectivement, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas un chien qui vient boire de l'eau juste après, etc. Voilà, donc il y a des choses comme ça à prendre en compte. L'autre possibilité, c'est de renvoyer à la rivière. Donc là, on a, vous voyez, le tuyau, il est violet parce que c'est pas de l'eau bleue, hein, c'est pas de l'eau potable. Mais c'est plus de l'eau type rouge qui sortent comme ça directement, pleine d'excréments, de savon, etc. Donc là, on renvoie à la rivière pour épuration naturelle, ou on peut renvoyer dans des nappes. Alors pas directement dans la nappe, mais on va laisser passer par une filtration, et c'est la filtration qui va après faire que l'eau, elle arrive en système à un niveau de potabilité apte, etc. Et l'autre possibilité, c'est aussi après, quand on va traiter l'eau, on va générer des boues, en fait, par exemple la matière carbonée que vous avez traitée, qui va décanter au fond, eh ben, elle va être utilisée pour des engrais. Donc ici, vous voyez, vous commencez à voir maintenant l'intérêt de la partie ingénierie. Bon, on a une partie environnement avec de la législation, d'un choix sociétal, une discussion réellement sur la façon de vivre et son impact sur une ressource naturelle sensible. Comment on l'utilise dans la vie de tous les jours, et ça a un impact en termes d'ingénierie. Donc là, on aura quelque chose qui est très dépendant des choix technologiques, etc. D'où les métiers qui sont... donc, on va dire que historiquement, c'était la moitié des métiers du SIE. Maintenant, c'est plus 15%, on va dire. 15% des métiers du SIE sont liés à ce genre de choses. Des cabinets d'études pour fabriquer des usines, ou travailler pour les grands opérateurs de production et de traitement de l'eau, ou travailler dans l'administration et dans ceux qui vérifient dans les départements, etc., la qualité de l'eau. Donc là, vous avez le même schéma dont on a discuté, mais avec les annotations. Bien, il est 10h50. La prochaine fois, on commencera par la partie des cycles. Hein, et on va traiter tranquillement les cycles et l'historique.
Je vais m'arrêter donc aujourd'hui.